Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale au compte de votre émission Grand Angle, une émission consacrée aux grandes questions qui conditionnent notre vie quotidienne. Ce soir, nous portons un regard critique sur la situation sociopolitique de notre pays. Vous le savez, les législatives et les communales approchent à grands pas et dans les quartiers généraux et les états-majors des partis politiques, on s'agite déjà dans les préparatifs qui pour déposer des dossiers, qui pour tomber d'accord sur un candidat à présenter. Et pour parler de toute cette actualité sociopolitique, nous recevons ce soir sur notre plateau de Grand Angle Cheikh Oumar Traoré. Il est leader de l'Union des Patriotes du Guinée, l'UPAG en abrégé. Avec lui, nous évoquerons aussi le cas des anciens présidents des délégations spéciales qui ont démissionné, mais qui, semble-t-il, n'ont pas dit leur dernier mot. Ça se murmure dans les couloirs que certains veulent se présenter. Sous quelle bannière? On ne sait pas trop, mais en tout cas, ça s'agite de ce côté aussi avec Cheikh Oumar Traoré. Nous allons évoquer ce cas, mais aussi nous évoquerons le cas de la dissolution des formations politiques par l'OMA TD. Cheikh Oumar Traoré sera sur ce plateau dans la deuxième partie de notre émission. Avant lui, dans notre focus, les chroniqueurs reviendront sur ce incendie survenu dans les locaux du poste DDG à Somfonia. Nous sommes bien dans la commune de Somfonia, ici à Conakry. Que s'est-il passé et quelles peuvent en être les conséquences pour les populations de cette zone après cet incendie? Autant de questions que au Grand Angle se pose et nous essaierons de comprendre avec nos chroniqueurs. Voilà pour le menu de ce numéro de Grand Angle. Installez-vous bien, on espère que vous avez passé d'agréables moments de fête de Pâques en compagnie des vôtres ou encore des frères musulmans venus vous dire bonjour ou bonsoir. Bienvenue. Idrissa Cissé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Djembono, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent dans des bas quartiers. Okay. Aujourd'hui, mon bonsoir va à l'endroit de cette population. Nous qui avons du mal, nous qui sommes différents de Saliou et consorts, nous qui ne pouvons pas nous payer, avoir le luxe de nous payer la connexion, parce que tout simplement, on a décidé de monopoliser la connexion. Orange fait de nous ce qu'elle veut. Kanye fait de nous ce qu'ils veulent. Eti Guinée fait de nous ce qu'ils veulent. Heureusement que des jeunes ont pensé à une situation pour nous octroyer des connexions. C'est vrai, ce n'est pas encore légal, mais on passe quand je quitte sur ce plateau, vu que j'ai garé le box Orange que j'avais, donc je n'ai plus la connexion chez moi. Non, mais toi, tu vas loin. Dans la maison où nous sommes, il n'y a pas de connexion aujourd'hui. Ah, la RTG? Toute la maison RTG, mais il n'y a pas de connexion. Okay. Non, à ce niveau, il faudrait bien que le ministre Mourana se bouge un peu. Parce que là, la connexion, elle n'existe pas ici. Imaginez les correspondants à l'intérieur vont envoyer des éléments. Nos collègues ou nos amis journalistes qui sont à l'extérieur, ils sont nombreux à être à l'extérieur, je pense notamment à Maïmouna Bella, à Diallo qui est du côté de Nairobi. On va envoyer des éléments, mais il n'y a aucune possibilité de télécharger ces éléments. On n'a pas de possibilité. La primature va envoyer des éléments dans la boîte mail du journal télévisé ou encore du journal radio. On ne peut pas télécharger. Il n'y a pas de connexion ici aujourd'hui. Donc le bas peuple, vous avez... non, mais toi tu vas loin. La maison dans laquelle nous sommes n'a pas de connexion. Et notre maison est fusionnée, on dit ministère des Postes et Télécommunications, tout, avec l'information. Et les gens créent les Wi-Fi zones, et c'est pendant tout le temps que, c'est pas moi, l'ARPT prend ses cisailles pour sortir un communiqué, pour dire non, c'est pas permis, c'est pas permis. Non, en attendant, vous nous proposez quoi? C'est pourquoi il faudrait bien que le ministre et son cabinet se bougent un peu, parce que là, ça devient très critique. En fait, je me posais la question, pourquoi... On ne comprend plus rien là. Les traces des bics que je vois sur le papier de David, mais c'est maintenant que je me rends compte il y a des ratures ici et là. Il n'a pas pu utiliser son ordinateur parce qu'il n'a pas de connexion. Pas du tout. C'est dommage, il a été obligé... Et là, c'est là qu'est partie remise, on ne sait pas comment ça va se passer pour le Guinée, soit 19h45. Voilà. Parce que là, on ne sait pas comment ça peut se passer. En attendant, comme vous l'avez dit, dans le quartier, c'est presque le même cri de cœur. On n'a pas de connexion parce que la connexion coûte excessivement cher, parce que peut-être que vous,
à la RTG ici, vous êtes dans le luxe, quand on envoie la connexion, vous ne payez pas, mais nous... Et des fois même, tu achètes ta propre connexion. Dans cette maison, ça passe pas non plus. Ça, c'est Orange qui est sur vous. Voilà. Beaucoup sont sur le rejet Orange. Il faudrait bien que ça change. Yako, à vous, je voulais encore crier fort, mais... Non, on a besoin des conditions de travail quand même. Non, c'est le minimum. Me suffit, quoi. Non, je sais pas on ne peut pas continuer comme ça. Comment Salou va réagir sur ce plateau, parce que là, c'est chaud. Non, ça devient très critique. Partenaire du côté de la Salut, bonsoir. J'espère que tu n'es pas à la réalisation aujourd'hui. Si, je suis tu es à la réalisation. Je veux bien voir comment tu vas télécharger les... Il n'y aura bonsoir d'abord, oui. Bonsoir aux téléspectateurs. Tu as vu comment ce bonsoir est calé? Oui, comment tu vas faire? Oui, j'ai failli oublier les téléspectateurs parce que je sens votre colère. Bien sûr. Mais pour moi, je suis venu au rez-de-chaussée, il n'y a pas de connexion. Je suis venu au premier, il n'y en a pas. Au deuxième, au troisième, il n'y en a pas. Non. J'ai ma propre connexion, là aussi, c'est des problèmes. Je comprends votre colère. Oui. Mais je pense qu'on est faudrait bien que le département se bouge un peu pour nous aider. En tout cas, dans la maison. Oui, on est confronté à une coupure momentanée. Ça peut se rétablir à tout moment. Donc, on communique là-dessus. Oui, c'est normal de communiquer là-dessus. On nous dit qu'il y a l'électricité, l'Internet. Non. C'est vrai. On est confronté à un manque de connexion aujourd'hui, mais à tout moment... ça a souvent été comme ça dans cette maison-là. Oui. Ça, c'est pas aujourd'hui seulement, Salut. C'est dernier temps. Il y a près d'une semaine que nous courons ici. Rafa est témoin, l'ingénieur de son. C'est vrai que ça bègue un peu, mais il y a des intentions, il y a une réelle volonté de changer un peu les choses, d'améliorer un peu la qualité des services, de moderniser même les équipements. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons face à ce problème. Mais sinon, derrière, quand même, il y a une réelle volonté d'améliorer les conditions oui, la volonté de travail. Donc, je pense que le problème auquel nous faisons face, aujourd'hui, c'est-à-dire ça peut arriver à n'importe quelle institution, des coupures, des pannes instantanées. Mais il y a plus d'une semaine, on est dans ça, Salut. C'est là la réalité. C'est ce qu'il faut dire. Pour que le ministre attende, pour qu'il comprenne ce que nous sommes en train de vivre. C'est normal, mais je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour nous permettre quand même de surmonter ce défi. Alors rapidement, je vais dire un bonsoir teinté de solidarité, de compassion à toutes ces populations qui vivent dans ces quartiers, à Yataya notamment, à Somfonia, à Dabompa, en Soumania, qui ont vécu une longue nuit suite vraiment à cette coupure d'électricité. On en reviendra dans notre focus tout à l'heure. En attendant, il faut qu'on nous donne un peu de connexion. On aura la connexion. À tout moment, ça peut arriver. Tu n'es pas décideur non plus. Même avant la fin de cette émission, on peut vraiment retrouver la connexion. Oui, peut-être avec le cri de cœur, les gens vont se bouger un peu. Non, même avant ça, il y avait vraiment quand même des travaux en cours pour rétablir la connexion. Parce qu'une grande maison comme la RTG, on ne peut pas travailler sans connexion. Il y a quelqu'un qui m'a dit... les autorités... Non, attends, ce mot-là, il faut qu'on soit un peu relatif là-dessus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous parlez grande maison. La grande maison, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. On a tous les deux ici. Le contenant, il est grand, le contenu également, c'est la même chose. En attendant, il n'y a pas de connexion. Les deux réunis font que nous formons ce qu'on appelle la grande maison. La grande maison. Moussa Kouyaté, bonsoir. Oui, bonsoir David. Et ce qui est surtout étonnant, une fois que vous franchissez le portail de notre maison de radio et de télévision, votre propre connexion part. Vous n'arrivez plus à vous connecter, pas la connexion de la maison, mais la connexion que vous-même vous avez achetée, vous n'arrivez vraiment pas. Vous franchissez le portail pour entrer. Exactement. Dès que vous rentrez dans cette maison, pour le moment-là, vous n'arrivez plus vraiment à vous connecter. On a l'impression qu'on a mis les drones pour nous. Je ne sais pas, on ne sait vraiment pas. Sérieusement, on a l'impression qu'on est brouillé. On rigole, mais... Comme on dit à mon école, on est brouillé, on ne comprend pas ce qui se passe là. Mais c'est vraiment sérieux. Vous n'êtes pas loin de la RPT, hein? Attends, la RPT, non. On dit maintenant... Il faut que la RPT, c'est trop d'ici. La communication... Ici, c'est la RTG. Quand même. Il faut qu'on dise à la RTG. Ton équipe est en train de marquer contre son camp. Quand on joue, si la RPT ne nous donne pas la connexion... C'est pour marquer des buts, c'est pas pour encaisser des buts. Qu'on lutte contre les Ton équipe est en train de marquer. Mais qu'on ne nous donne pas la connexion aussi, non. Ça, quand même. On aura la connexion. On a envie de boire, on ne nous donne pas de l'eau et on nous empêche d'acheter l'eau. Là, ça ne va plus. C'est juste un temps. Il faut que la RPT se bouge un peu. On est en train de reculer. Non, je crois qu'il faut que le ministre Mourana tape un peu du poing sur la table là. En tout cas pour la maison, ça là, ça ne va pas du tout. Il y a une semaine, on est dans ça. Non, ça va finir. Le ministre, il prépare quelque chose pour nous. Et de l'autre côté, David, je dis bonsoir à la haute autorité de la communication. La HAC. La HAC, pas dans le même secteur. Il n'est pas loin. Comme on le dit souvent, la HAC de quelqu'un ici. Oui. Bon, en tout cas, c'est un bonsoir indirect. Vous savez, indirect, voilà. C'est mieux. Le Niger
a pris une décision très récemment. L'Observatoire nigérien national de la communication, voilà, qui est un peu de la HAC de ce pays-là. Donc la HAC, pardon, l'Observatoire du Niger a pris la décision d'interdire quand même de diffuser les images de dons au niveau des personnes en situation difficile. Vous savez, il y a des ONG qui se mobilisent pour une question de communication, parce que même si ces ONG viennent distribuer des sandwichs, pas sandwichs viande, mais sandwichs salade, parce que vous savez, il y a des qualités. Donc, ils prennent des caméras par-ci, des journalistes par-là, pour venir filmer et diffuser cela dans les médias. Même chez nous, les hautes autorités avaient demandé à ce que ça soit. Oui, mais est-ce que c'est respecté? Parce que ça s'apparente à de la mendicité. Exactement, ce n'est pas le cas vraiment pour le moment en Guinée. Et j'ai vraiment salué la décision de l'Observatoire national de la communication au Niger d'interdire vraiment à tout média de diffuser. On a même demandé d'enrayer le vocabulaire don, de mettre un accompagnement, ou une assistance, d'enlever tout ça. Maintenant, c'est accompagnement. Des personnes qui ont du mal à trouver vraiment, ne serait-ce que le déjeuner, vous vivez dans de très bonnes conditions, vous faites des petits dons comme ça, vous ramassez toutes les caméras du monde entier de la Guinée pour venir. C'est pas une bonne image pour la personne qui reçoit. Exactement, c'est ce que surtout l'Observatoire a dit, qu'il s'agit de préserver la dignité de ces personnes. C'est une mesure responsable. Moi, je pense que la HAC guinéenne doit quand même s'inspirer de ce modèle nigérien pour quand même respecter la dignité des bénéficiaires. De ces bénéficiaires. Est-ce que la RTG va prendre un point à travers... Non, un point cette fois-ci. À travers un point, c'est petit. 5 points. Alors, si vous voulez, la RTG va prendre des points à travers le rédacteur en chef de la télévision nationale. Il faut l'avouer, c'est quelqu'un, personnellement, que je côtoie. Je ne sais pas si la décision vient de lui, mais il n'est pas trop fan. Il n'accepte pas trop des reportages qui sont liés aux dons. Je ne sais pas si c'est des instructions qu'il a reçues, mais honnêtement parlant, une fois que tu l'appelles pour dire c'est une cérémonie de remise de dons, il te dit carrément, mon ami, on n'a pas besoin. C'est pas très professionnel. C'est pas de l'info dedans. Je pense qu'à travers lui, la RTG prend des points. Il faut dire. Merci de se En plus, même les donateurs, c'est pas dans leur... Si je veux donner quelque chose à Moussa, pour nous chrétiens, dans la Bible, c'est écrit ce que la main droite donne, la main gauche. La main gauche, même dans le Coran, on dit il faut faire le don de la donnez, c'est pas une bonne image pour vous qu'on dise non, on a donné de la nourriture, on a donné des choses. C'est pas une très bonne image pour les ONG. Je crois il faut qu'on s'en passe. Si vous voulez le faire, faites-le discrètement. Et en tout cas, la motivation, celui pour qui vous le faites, qui est dans les cieux, il le voit, il comprend, il vous récompensera. C'est tout. Voilà ce qu'on pouvait dire. On part donc à notre plateau. Dans un instant, on se rend à Sonfonia pour parler de cet incendie. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité. De retour donc sur ce plateau, je rappelle que vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Écrivez-nous à notre adresse email, ça s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran, ou vous nous envoyez des messages au 627 53 09 99 627 53 09 99 des messages et la page Facebook. J'en doute fort aujourd'hui parce que la connexion n'est pas là. Peut-être que vous allez nous envoyer des messages et Idrissa Cissé va se charger pour les relayer. Salut, vous aviez déjà commencé. Direction Sonfonia. Là-bas, incendie, chaleur, il n'y a pas courant. Noir, chaleur. C'est vrai que hier, à 15h, en pleine journée, un incendie s'est déclaré dans l'entrepôt de EDG. Ah oui, j'étais de ce côté, je voyais une colonne de fumée. Oui, exactement. La fumée s'est propagée dans le ciel et même dans les quartiers environnants, entraînant une coupure d'électricité dans au moins 7 quartiers de Conakry, notamment Yataya, Sonfonia, Ansumania, Tapompa, Tomboulia, les Samatran et autres. Et dans la foulée, EDG a sorti une note d'information pour dire que c'est une coupure momentanée et que EDG a déployé une équipe qui s'est déjà mise à pied d'œuvre pour rétablir progressivement
le courant électrique, mais certains quartiers ont passé toute la nuit sans retrouver le courant. Et jusque-là, il y a de ces quartiers, notamment Yataya, le courant n'est pas revenu encore, mais heureusement, bon, dans certains quartiers, comme Ansoumania, Somfonia et d'autres, le courant est revenu tard la nuit. Alors, on nous apprend que... Est-ce que c'est pérenne? Oh, est-ce que... Ouais, ça peut revenir après 2, 3, 4, 5 heures, on coupe pas. En tout cas, tout ce qu'on sait, il semble qu'il y a eu d'énormes dégâts là-bas parce que c'est l'entrepôt qui a pris feu. Et normalement, il y a des équipements qui sont stockés là-bas, qui ont été vraiment incendiés. Mais ce que moi je déplore, parce que ce n'est pas le premier incendie qu'on enregistre dans les installations de EDG. L'année dernière, je me rappelle, au même moment, c'était exactement le 12 avril 2025, un incendie aussi avait ravagé l'entrepôt de EDG qui c'était à Amdallah ici. Oui, là c'était, je crois, comment on disait, les compteurs, non? Non, pas comment on appelle ça, ceux qui placent là. Les interrupteurs, les non, pas les interrupteurs, les transformateurs. Les transformateurs. C'était les transformateurs. Voilà, les transformateurs. Oui. Donc il y avait beaucoup de... C'est l'anniversaire de cette date. Ah, tout ça. C'était le 12 avril et hier c'était le 6 avril. Donc c'était dans le même intervalle. Le même intervalle. Donc vous voyez, ce qui veut dire EDG doit prendre vraiment des mesures pour sécuriser ces installations. Vous ne pouvez pas mettre des installations, stocker des équipements qui coûtent énormément cher et puis ne pas mettre un dispositif de sécurité. Pourquoi pas mettre... comment on peut appeler ça? Comme si tu ne connaissais pas les gens de EDG. Il y a un amateurisme qui ne pas son nom là-bas. Cette société souffre de problèmes de ressources humaines. Il n'y a pas de qualité, c'est ça la vérité. Il n'y en a pas. Il y a un problème de gouvernance à ce niveau-là. Les équipements d'électricité coûtent énormément cher. Quand vous installez, quand vous stockez des équipements... Ils ont commencé à mettre les compteurs prépayés ici. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est ça le problème. Vous stockez des équipements qui coûtent des milliards. Vous n'êtes pas capable de mettre en place... Ça coûte cher à l'État. Et vous venez prendre ça, vous laissez ça comme si de rien n'est. Vous n'êtes pas en mesure d'installer un dispositif vraiment anti et c'est tout même que les équipements qu'ils ont là, ce dispositif est dedans. Il faut enlever un peu, vous installer. De l'autre côté, on a comme l'impression qu'il n'y a pas un gardien là. Quand la fumée se déclare, on vient tout de suite éteindre le feu. Mais si même pas s'ils ont des extincteurs là-bas. Je ne pense pas. Sinon, on pouvait les activer hier pour éviter les dégâts qui sont arrivés hier. Il y a les robinets à incendie, les détecteurs de fumée, tout ça là. Ça pouvait quand même prévenir les dégâts. Et circonscrire très vite l'incendie pour éviter des dégâts, des dégâts considérables qui coûteraient très cher à l'État. L'étendue des dégâts. C'est quand même regrettable. Au-delà de la coupure de l'électricité dans les quartiers, on pouvait quand même sauver ces équipements. Oui, ces équipements. Parce que l'année dernière, imaginez, c'était des transformateurs. Un transformateur, ça coûte énormément cher. Combien de transformateurs l'année dernière? On sait ça, nous. Des fois, dans les quartiers, quand un transformateur pète, par exemple, ça éclate, vous allez prendre des fois 6 mois en train d'attendre. Maintenant, imaginez le nombre de transformateurs qui a brûlé. C'est une perte énorme. Donc, EDG doit prendre vraiment... Et après, on va dire, non, l'État n'a qu'à envoyer les moyens, l'État n'a qu'à faire ci, l'État n'a qu'à faire ça. C'est vrai qu'on ne peut pas prévenir, en tout cas... les incendies d'une manière un peu drastique, mais quand même on peut limiter. Mais ces genres d'incendies, on ne le voit que... Et puis le problème, c'est quoi? Depuis l'année dernière, qui connaît l'origine de l'incendie qui a ravagé l'entrepôt de Amdallah? Cette fois-ci aussi, on nous a dit un incendie d'origine inconnue. Et une enquête est ouverte. Ça va rester inconnu jusqu'à l'infini. Vous savez, c'est un vocabulaire consacré, une enquête est ouverte. On ne saura jamais l'origine de cet incendie. Donc c'est grave. EDG est vraiment interpellé. Il faut sécuriser ces installations. Il y a un problème de gouvernance à ce niveau-là. Ces gens-là, on se connaît beaucoup. On se connaît. Moussa Kouyaté. Oui, vous savez, EDG, c'est un peu comme le ministère des Infrastructures, parce que dans ce département, on ne parle pas de millions, mais plutôt des milliards. Donc, EDG, c'est un peu ça, avec des équipements qu'on voit sur le terrain. Donc, je commence là où Saliou a terminé. L'année dernière, il y a eu un incendie à Amdallah, au lavage là-bas, si je ne me trompe. Donc, EDG a dit, oui, nous avons engagé, déclenché une enquête, mais jusqu'à présent, personne n'a vraiment vu les conclusions de cette enquête. Non, vous parlez de conclusions. Vers où a mené cette enquête-là? Qui est suspect? Qui
n'est pas... Non, vous parlez des conclusions. Vous allez loin, ça n'a même pas commencé. Donc, la même chose s'est produite exactement hier à Sonfoné, parce que moi, je suis presque à moins d'1 kilomètre de l'endroit. Donc, tout le quartier... passé la nuit dans l'obscurité, apparemment. Non, heureusement, le courant, quand même, le courant est revenu aux alentours de 23h moins, il faut le dire. Là, tu dormais déjà. Voilà, aux alentours de 23h moins, le courant. Mais ce qui est vraiment surprenant, il peut y avoir des incendies, des cas d'incendie par-ci, par-là. EDG, je pense que Salou l'a dit, EDG a quand même des moyens nécessaires parce que au niveau de ces équipements qui ont été brûlés là, si tu vérifies profondément, malheureusement, il y a un problème des ressources humaines aussi. Quand vous vérifiez profondément, il peut y avoir vraiment des équipements là-bas qui pourraient être installés pour protéger quand même... Pour contrer les incendies. Parce que si vous partez vraiment à Sonfoné, à Casse là-bas, là où EDG, là où il y a eu fait, c'est quand même une grande installation, David, des équipements qui ont été déployés à ce niveau. L'État a mis quand même des moyens à la disposition des EDG. Si d'un seul coup, ces équipements-là partent en fumée, je pense que c'est une perte énorme. C'est l'État qui perd. Exactement. Ça fait énormément de très malheureusement, c'est l'État aussi qui mettra la main à la poche j'ai toujours dit ici, pour contribuer davantage. Le gros problème de la Guinée, c'est certains cadres guinéens. Ils ne mesurent pas l'ampleur de la responsabilité qu'ils gèrent. Ils ne savent pas l'impact que cela représente pour les autres. On prend tout à la légère. Idrissa Cissé. Bon, c'est vrai, très malheureusement, c'est une situation encore déplorable que nous vivons. Comme pour dire, parce que souvent, Alpha qui défend souvent l'indéfendable sur ce plateau, il n'est pas là aujourd'hui. Parce que aussi, c'est dans des installations des EDG même qui a incendie, eux qu'on a du mal à circonscrire les incendies, c'est qu'il y a problème. Nous, comme je le dis souvent sur ce plateau, nous, bas peuple dans les quartiers, comment on va faire? Mais c'est vraiment dommage, c'est regrettable qu'on enregistre encore des incendies dans ces lieux et qu'on ne puisse pas connaître la cause réelle. Ça fait 1 an, je me rappelle au temps, c'était le ministre Bachir, je crois, c'est le premier qui est venu sur les lieux, il a dit que des enquêtes ont été ouvertes. Si ces enquêtes, on a refermé ces enquêtes. Est-ce qu'on a même des enquêteurs? Parce que souvent, quand il y a un accident, on dit les enquêtes sont ouvertes. Quand il y a un crime, on dit les enquêtes sont ouvertes. Quand il y a viol, on dit est-ce qu'on a les enquêteurs spécialisés? La question se pose aujourd'hui. Quelqu'un m'a un jour soufflé quelque chose par rapport à ça. Il dit mais pourquoi nous, chaque fois en Guinée, on entend les enquêtes sont ouvertes? Il dit chaque fois qu'il y a un problème et que les enquêtes sont ouvertes, justement, en fait, ça demande le dégagement d'un fonds. C'est un fonds qui est dégagé parce que les personnes qui sont derrière, c'est pourquoi souvent il est difficile de refermer l'enquête parce que tant que la parenthèse est ouverte, tant que ça tombe, c'est de l'argent. Ça devient le tonneau des Gonaïves. Voilà, un tonneau sans fond on met et puis ça ne se remplit pas. On nous informe de l'ouverture, mais la fermeture, on n'est jamais associé. C'est dommage. Oui, c'est vraiment ado. Est-ce qu'on peut aller aujourd'hui saluer vers la privatisation de ce secteur-là? Je pense que... Bon... Je pense que pour une question de souveraineté... Pourvu qu'on ne mette pas dans la même situation qu'on est avec la téléphonie aujourd'hui. Bon. Parce que la téléphonie, on avait applaudi, on a crié au yo-yo. Et après? Non. Le fait d'ouvrir la concurrence dans le secteur de la téléphonie, ça quand même, ça a créé vraiment une avancée dans ce secteur. On a fait des années et après, voilà, on est tombé sur une route raide et voilà, ça ne va plus. Pour les DG, est-ce qu'on peut privatiser? Non, on ne va pas privatiser EDG, on ne va pas privatiser la SEG. Ça doit quand même rester vraiment des entreprises. Je sais, c'est des secteurs sensibles, je sais ce que tu veux dire. C'est très sensible, je comprends très bien. Sensible. Oui. Et ça rapporte quand même de l'argent. Et n'oubliez pas que l'État même subventionne ces entreprises-là. Je suis d'accord que l'État subventionne et qu'on laisse... Vous avez dit il y a 1 an d'intervalle, incendie. Non, il y a une certaine légèreté. On ne va pas privatiser éternellement certaines entreprises. Il y a des entreprises quand même qui touchent un peu la souveraineté de notre État. C'est à l'image de EDG. Je pense qu'il faut chercher vraiment à améliorer la gouvernance à ce niveau. On a quand même des hommes... D'accord, une gestion mixte. Une gestion rigoureuse. Non, mixte. Mixte, on a expérimenté ça à un moment donné. Bon, ça n'a pas... Ça dit l'État, c'est par dedans. Et puis, celui qui gère aussi, c'est par... Si on continue comme ça, c'est l'État qui va faire une hémorragie financière. Non. Il faut imposer la rigueur au niveau de ces entreprises-là. On a quand même des hommes... Oui, imposer la rigueur en quoi faisant?
Encore, il faut que le président, vous allez dire le président doit... Non, on ne va pas tout ramener lié à la présidence de la République. Oui, bien sûr. On a des hommes qui sont capables de gérer ces entreprises. Ils sont où? Et que ils sont en Guinée ici, peut-être. Depuis combien de temps on traîne avec ça? Parlant de concurrence, je ne sais pas si elle est loyale ou déloyale. Je reviens encore sur le cas des Wi-Fi zones. Vous savez l'impact positif que ça a dans les quartiers maintenant. Des sociétés comme Kani, comme d'autres sociétés qui n'étaient jamais versés dans l'affaire de Wi-Fi zone, ils sont dans la pratique maintenant. Sur les poteaux, tous les câbles que vous voyez maintenant entre les poteaux, ce n'est pas que ces jeunes qui sont dans les Wi-Fi zones. Eux, pour respect à l'autorité, honnêtement parlant, en tout cas la moitié a décroché tout ce qu'ils avaient installé comme Wi-Fi zone. Mais au niveau de Orange, parce qu'ils savent, beaucoup de personnes, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes ont garé les box soit de... Mais rien dedans, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc il faut garer. Ils sont au courant. Ils savent que les voyants sont presque au rouge. Ils se disent qu'il faut trouver une stratégie. En attendant, ils ont commencé à tirer les câbles aussi dans les quartiers pour alimenter les populations dans les quartiers. Et ça, c'est grâce à ces jeunes qu'ils ont fait découvrir les Wi-Fi zones. Moussa, EDG... Non, la privatisation, moi je pense que si la privatisation peut nous aider à limiter les dégâts, je pense qu'il serait mieux que... D'accord, c'est-à-dire que l'État produise, que l'État transporte, mais la distribution qu'on donne par exemple à un particulier, à un privé. Si ça peut vraiment limiter dans la distribution par exemple. Je pense que c'est pas mal. Pendant combien de temps, jusqu'à quand on va continuer à privatiser nos sociétés qui devraient être gérées vraiment par des nationaux? Je pense que c'est pas la solution. Oui, mais si c'est un national aussi qui a les moyens. Un particulier, je ne dis pas forcément un expatrié. Ça doit être vraiment public. Ça doit être public. Voilà. Quand vous confiez ça à un particulier... Quand c'est public, là, la gouvernance financière est catastrophique, ça je vous garantis ça. L'État peut... Vous savez bien en Guinée, dès qu'on dit c'est public là... imposer la rigueur. Je pense que c'est un manque de rigueur dans la gestion de ces entreprises-là. Quand on va imposer la rigueur, je pense que ça va marcher. Salut, on a vu ça ici. Dès qu'on dit c'est public, à commencer par dès qu'on dit les fonds publics, c'est là-bas, il y a dilapidation. Ça doit marcher quand même. Ça doit marcher. On ne doit pas confondre le service public à vraiment à une entreprise privée et puis on gère comme on veut. Essayons un an, on va voir ce que ça pourrait donner. Oui, Idrissa. Le message, vous mettez dans un exercice compliqué. Je ne sais pas d'habitude comment Ali m'a fait pour s'en sortir. Mais je vais essayer plus ou moins, parce que lui, il a une certaine manière de ne pas censurer. Mais de condenser des messages, c'est lui seul qui sait le faire. Alors, le tout premier message qui est tombé est de Lama depuis Kobaya. Il dit « Bonsoir Grand Angle ». C'est vraiment paradoxal avec ces opérateurs de téléphonie. Il faut que le ministère en charge prenne ses responsabilités. Un autre message qui dit ceci. Bonsoir les GA, les mots patience et ça va aller sont créés pour les Guinéens. Bon courage. L'affaire d'Orange Guinée, là-bas, le bas peuple souffre énormément. Le message est signé de Dramé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Un autre message qui vient de tomber. Bonsoir, chers journalistes. Je suis Elage Alassane Camara. Je vous suis depuis Bernard Tassin. Vraiment, j'adore votre émission. Bon courage à vous. On vous adore aussi. Cet autre message. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens de vous prendre en marche. Je souhaite savoir la thématique s'accentue sur quoi aujourd'hui. Le message n'est pas signé. Un autre message qui vient de tomber. Bonsoir à tous. Monsieur, vous avez parfaitement raison. C'est pour cela même que j'aime votre émission et je vous remercie pour votre soutien. Je ne sais pas, peut-être que c'est un des promoteurs de Wi-Fi Zone, je ne sais pas. Ils sont nombreux, hein, les amis de Cissé. En tout cas, l'ARPT a sorti un communiqué. Un autre message. Oui. Tous les objets de... ça, je ne comprends pas. Ouais, il faut s'appliquer en écrivant. Oui. Voilà, c'est ce qu'on a d'abord comme message. Voilà donc ce qu'on pouvait dire en espérant que du côté des Symphonia et des G va mettre les bouchées doubles pour mettre les choses dans l'ordre pour que la population de ce côté puisse avoir le courant comme c'était avant l'incendie. On espère aussi que ça va se bouger au niveau de la téléphonie pour que la connexion puisse revenir, surtout dans la maison mère, la maison RTG. Voilà ce qu'on pouvait dire. Dans un instant, on va parler de politique avec notre invité Cheikh Oumar Traoré et nous parlerons notamment de la situation sociopolitique de notre pays. Vous le savez, nous tendons vers les législatives et les communales, dans les quartiers généraux et dans les états-majors des partis politiques. Ça se bouge beaucoup.
On en parle juste après une courte pause. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau au compte de la deuxième partie de notre émission et nous allons porter un regard critique sur la situation sociopolitique de notre pays. Je le disais à l'entame, les législatives et les communales s'annoncent déjà après la présidentielle et dans les quartiers généraux et les états-majors des formations politiques. Ça s'agite un peu qui pour déposer les dossiers des candidatures, qui pour choisir un candidat qui pourrait valablement représenter l'image du parti auprès des électeurs. Pour parler de cette situation politique et éventuellement aborder le cas des anciens présidents des délégations spéciales qui ont démissionné mais qui, semble-t-il, n'ont pas dit leur dernier mot, mais aussi pour parler de cette dissolution de certaines formations politiques. Grand Angle a invité et reçoit M. Cheikh Oumar Traoré, il est leader de l'Union des Patriotes de Guinée. M. Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Yombono, oui. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs, oui. Et bonsoir à tous les membres et sympathisants de notre jeune formation politique, l'Union des Patriotes Africains de Guinée. Okay. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. C'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir. L'Union des Patriotes Africains de Guinée, comment ça se prépare de ce côté? Je disais, les législatives et les communales sont presque là déjà. Voilà, très bien. Déjà, avant de commencer, permettez-moi quand même de vous remercier. Merci. Très sincèrement. Premièrement, d'abord, c'est ce que vous faites pour notre pays. Je vous vois développer des sujets vraiment des sujets très importants pour notre nation, surtout qui va dans les conditions de vie du Guinéen. C'est extrêmement important pour moi de vous remercier, de commencer par vous remercier par rapport à cela, mais aussi l'opportunité que vous nous offrez aussi. Vous savez que nous sommes dans un pays aujourd'hui où on a besoin de toutes les dynamiques aujourd'hui qui vont dans le développement, dans la dynamique du changement, en tout cas de la donne dans notre pays. Donc, le fait également de donner la parole à ces personnes-là qui ont des idées, qui ont des propositions à faire, je crois que vous devez être remercié aussi par rapport à cela. Merci. Donc, pour revenir donc, à votre question par rapport au niveau de préparation, vous savez, au sein de l'Union des Patriotes Africains de Guinée, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de rencontre, dans une dynamique de mobilisation, dans une dynamique d'échange avec l'ensemble des idées, l'ensemble des esprits, l'ensemble des, si vous voulez, d'autres dynamiques qui sont éclairées sur les situations sociopolitiques de notre pays. D'accord. Mais pour cela, dans le but d'avoir une structure, dans le but d'avoir en tout cas un consortium qui nous permettra en tout cas de trouver des solutions aux problèmes guinéens. D'accord. Donc c'est ce que nous avons commencé bien avant même l'élection présidentielle. Nous avons travaillé à ce que d'autres structures politiques, d'autres mouvements, en tout cas d'autres organisations politiques de façon générale puissent se donner la main pour mettre en place un consortium qui va nous permettre peut-être d'aller vers ces élections qui pointent à l'horizon maintenant. Et c'est ce que nous avons fait. Ça a très très bien fonctionné. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons pris notre responsabilité, en tout cas de jouer notre partition dans le cadre du processus électoral qui est actuellement en cours dans notre pays. Donc nous sommes en train de nous organiser. Nous avons fait déjà le premier pas, mais vu que nous voulons être vraiment ces leaders-là qui respectent les institutions, donc nous restons en tout cas derrière la décision des institutions en charge de l'organisation de ces élections. Le moment venu, on vous dira beaucoup plus par rapport à quand la campagne va être lancée, on saura votre programme de société. Alors,
Vous suivez l'actualité nationale. Récemment, il y a eu que le MATD a sorti une décision, on va dire comme ça, pour mettre fin aux activités politiques de plusieurs formations politiques, pour me répéter comme ça. Comment vous avez trouvé cette décision courageuse, dit-on? Oui, c'est une décision très courageuse. Ça, il faut le dire encore une fois. Mais quelque part, sincèrement, je vous le dis encore une fois, je pense qu'il était vraiment, c'était vraiment nécessaire. Ah bon? Oui, ça, il faut le reconnaître. Vous savez, ce n'est pas ma première fois sur votre plateau. Je suis déjà passé ici où j'ai quand même pointé du doigt un certain nombre de désorganisations, un certain nombre de dysfonctionnements, même dans la classe politique. Je l'ai dénoncé. Parce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui que dans notre pays, la classe politique était devenue à un certain niveau, c'était comme on ne savait plus, n'est-ce pas, qui devrait faire quoi et qui était en train de faire quoi. C'était vraiment une sorte de désordre. Nous avons été de ceux-là, étant vraiment leaders politiques, nous avons été de ceux-là qui pensent qu'il était temps, en tout cas, de mettre de l'ordre dans cette structure. C'est vrai que nous sommes nous-mêmes des acteurs politiques, nous sommes concernés, mais nous avons été de ceux-là qui pensent qu'il était vraiment important de mettre de l'ordre dans cette classe. Et c'est ce qui a été fait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez regarder, par exemple, assez de structures aujourd'hui qui sont vraiment en avance même par rapport à ce que l'administration qui est censée gérer est en train de faire. Mais ces structures-là, par exemple, ont du mal à avoir une reconnaissance. C'est-à-dire qu'ils sont en avance même par rapport aux actions. Structures, par exemple? Non, je ne vais pas indexer les structures type ici, mais je connais des structures comme ça en termes d'organisation, en termes de dynamisme sur le terrain, en termes de propositions, ils sont en avance par rapport même à la structure qui est censée leur organiser. Ça, c'est un premier aspect. Deuxièmement, il y a aujourd'hui certaines structures aujourd'hui qui sont reconnues et qui partagent même des informations avec l'administration centrale, mais qui, à la base, ne représentent absolument rien. Donc aujourd'hui, on est partagé dans cette situation. Ceux qui peuvent apporter, ceux qui sont bien structurés à la base, n'ont pas la voix au chapitre parce qu'ils ne sont pas encore reconnus légalement. Par contre, les structures qui sont reconnues aussi ne sont pas à la hauteur. Donc nous avons dit que c'est très important. Il faudrait qu'à un moment donné, nous sommes tous loyalistes, nous voulons que les lois, les règles et les principes soient respectés. Mais il faudrait que nous essayions de commencer d'abord par ceux à qui on donne les privilèges. Donc on essaie d'étaler, faire la quintessence et voir qu'est-ce qui mérite vraiment, n'est-ce pas, qu'est-ce qui mérite vraiment, n'est-ce pas, une certaine considération au niveau de l'administration centrale et qu'est-ce qui ne mérite pas. Comme ça qu'on fasse cette quintessence et comme ça on saura qui est où et où est-ce qu'on peut aller. Vous ne trouvez pas cette décision un peu radicale? À votre avis, il n'y avait pas un autre moyen pour mettre de l'ordre sur la scène politique? Oui, je crois que c'est vraiment la suite d'un processus qui a été engagé. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est tombé du ciel brusquement. Il y a un processus qui a été mis en place. Je ne dis la pas décision que n'a pas été prise un matin comme ça. N'a pas été prise un matin comme ça, effectivement. Je pense qu'il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des erreurs, c'est vrai. Parfois, on peut prendre des décisions qui ont des dégâts collatéraux. Qui ne sont pas, parce que j'ai entendu des organisations politiques qui disaient qu'effectivement, ils sont dans toutes les normes, mais peut-être par erreur, ils ont été dissous. Donc, ces cas comme ça sont des erreurs qu'on peut appeler des erreurs collatérales, si c'est le cas, effectivement. Mais je pense qu'il était temps, après tout ce processus-là, qu'on ait un résultat. Parce que n'oubliez pas que c'est nous, population, ou alors acteurs politiques, qui revenions peut-être après pour dire que non, il y a eu telle opération qui a été menée, il y a eu telle mission qui a été menée par l'administration centrale, mais en fin de compte, on n'a pas eu de résultat. Donc, il était temps vraiment que l'on puisse dire, voilà, telle structure politique est dans les normes, on le maintient en tant que telle structure politique ne se trouve pas dans les normes, il faut vraiment leur demander de se remettre dans les normes. Alors, voilà, je crois que cette décision est je ne vais pas dire ça se dit, je ne vais pas anticiper les choses, mais beaucoup estiment que vous, je n'ai pas envie d'utiliser le terme les petits partis, vous qui venez, vous les jeunes partis, voilà, vous les jeunes partis, merci de me passer le mot, vous les jeunes partis qui venez de mettre en place vos organisations, que c'est la joie chez vous parce que être sur un terrain où il n'y a pas UFDG, où il n'y a pas le RPG, que c'est un terrain facile pour vous, c'est pourquoi le plus souvent vous réjouissez de la suspension de ces partis. Vous êtes content que les Mbappé, les Vinicius ne soient plus là. Ça vous donne le temps de jouer. Ça vous donne le temps de jouer. Pas du tout. Oui. Vous savez, même si on n'en venait pas à dissoudre les partis politiques, vous savez, nous sommes dans une sorte de compétition. Les partis politiques existent dans un échiquier, donc c'est une compétition en permanence qui avance. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que même si l'État ne prenait pas cette décision, ou qu'on trouvait par exemple que l'ensemble des partis politiques qui existent, par exemple, étaient dans les normes, à un moment donné,
dans une circonscription ou dans un cercle, dans une configuration liée à la compétition, les partis politiques sont amenés à se consommer au fur et à mesure. N'est-ce pas? Parce que vous verrez par exemple d'autres partis, par exemple, ils ont peut-être une ressource humaine importante à la base, mais la ressource financière manque. Vous verrez d'autres partis également, d'autres partis politiques également, ils ont effectivement les ressources financières, mais l'organisation à la base manque. Donc en fonction des coalitions. Justement, donc des coalitions en coalition, vous verrez que certains partis seront vraiment, n'est-ce pas, vont se retrouver dans d'autres partis politiques pour pouvoir mener le combat ensemble. Parce que pour moi, en tant que leader politique, moi je me dis toujours que l'objectif n'est pas d'avoir Paul leader ou Pierre leader à la tête d'une nation. L'objectif, c'est que la vision que nous avons, n'est-ce pas, qui est en tout cas l'amélioration des conditions de vie des Guinéens puisse être établie. Que cela soit maintenant d'un leader comme moi ou que cela soit un autre leader, mais que les conditions de vie des gens puissent être améliorées d'une manière ou d'une autre. Donc si un leader a cette vision, il n'est pas exclu, en tout cas dans sa démarche, qu'il puisse collaborer avec un autre leader qui a vraiment une organisation beaucoup plus consistante que la tienne. Donc je crois que cette question n'a pas lieu d'être posée pour dire que nous sommes contents pour que d'autres soient éliminés ou pas. Je crois que la compétition va bon train et que la suite va être quand même. Oui, Monsieur le Président, mais comment vous expliquez que cette dissolution intervient avant les élections communales et législatives? Parce que, si je ne me trompe, moi, et le MRTD avait quand même donné jusqu'à fin mai à ces différentes formations. Exactement, il y avait une date butoir jusqu'à fin mai à ces différentes formations politiques là, de se mettre en règle. Comment vous expliquez que cela intervienne avant les élections législatives? Est-ce qu'il y a un calcul derrière tout ça? Vous savez, je ne vais pas répondre à la place de l'administration parce que moi, je ne suis pas de ce département, je suis un leader politique, ce n'est pas nous qui avons pris cette décision. Mais vous auriez été à la place de ces partis, qu'est-ce que vous diriez? Non, moi je me dis, selon notre compréhension à notre niveau, nous avons certainement pensé que, en fait, c'est deux exercices ou deux examens complètement différents. D'accord. Nous avons pensé que les partis qui ont déjà passé ce cap, qui sont dans les normes qu'on peut accepter en attendant de mettre un certain nombre de choses en place, ce sont ces partis-là qui existent aujourd'hui. Et les autres partis qui n'ont peut-être pas répondu à aucun appel de l'administration centrale, qui n'ont en tout cas fait aucun effort par rapport aux évaluations passées, ce sont ces partis qui ont été victimes peut-être de la dissolution. Il peut y avoir des erreurs toujours. Maintenant, des partis qui ont répondu à un certain nombre de critères. Ces partis-là, on peut leur donner d'autres chances de se mettre dans les normes. Ce sont ces partis-là à qui on a demandé qu'il faut avoir des représentations dans les différentes régions du pays. Maintenant, les partis qui ne sont vraiment pas dans ce cadre-là, ce sont ces partis-là qui ont été éliminés. Ce sont notre compréhension à nous. D'accord. Mais pour répondre de façon claire, je crois que l'administration centrale serait mieux placée pour pouvoir donner. D'accord. Votre parti a été évalué? Non, notre parti, nous avons été évalués, mais comme vous le savez déjà, comme je l'ai dit tantôt, il y a une situation, auquel nous sommes confrontés, qui nous met en situation d'attente. Parce que bien avant le 5 septembre 2021, nous avons réuni tout ce qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, il est quand même de nature que les partis politiques puissent quand vous avez réuni tout ce qu'il faut, l'agrément, le siège du parti, le compte bancaire, tout ce qu'il faut, l'implantation nationale. Tout ce qu'il faut pour que le parti soit légalement un parti politique qui existe. Mais avec les réformes qui étaient en cours, ils nous ont demandé à ce que, donc, prenez ce récépissé et attendez. Quand ces réformes vont finir, on verra ce qu'on peut faire pour vous. D'accord. Donc, c'est cette réforme-là qui continue jusque-là. C'est pourquoi, effectivement, ce qu'ils sont en train de faire, nous les comprenons très sincèrement. Et nous encourageons à ce que ce soit ainsi. Même si nous sommes dans cette situation-là, je crois que la loi pourrait être appliquée. Quid pour l'image de la démocratie dans notre pays? L'image de la démocratie, vous savez, la avec démocratie, cette dissolution, bien sûr. Oui, non, la dissolution, cette dissolution. Parce qu'à l'international, permettez-moi, à l'international, quand on parle de la démocratie en Guinée, on va vous citer l'ORPG, on va vous citer l'UFDG, on va vous citer l'UFR, et aujourd'hui, patatras, ces partis-là ont disparu. Quelle image nous envoyons de la démocratie de notre pays? Nous sommes au début de la 5e République, je comprends très bien, je comprends très bien ce que vous dites, mais vous savez, moi, je n'ai pas... Et cette façon peut-être de résumer la démocratie à un ou deux partis politiques soi-disant influents, je n'ai pas cette vision de cette démocratie. D'accord. Pour moi, par exemple, est-ce que la volonté du peuple est respectée dans les urnes? Est-ce que les choses se font de façon vraiment à ce que les principes démocratiques puissent être respectés dans une nation? Moi, c'est ça un peu la réalité des choses. Parce que les partis dont on est en train de parler là, la question aussi serait de poser, est-ce que effectivement ces partis-là sont dans les normes? Ou bien est-ce que c'est l'État qui est en faille? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais je pense que
Un parti politique, par exemple, qui a été appelé à plusieurs reprises sur les tables de négociation pour faire avancer les choses, ce parti qui je précise que les reproches sont faits par le MATD. Ces partis ont reconnu, hein. Ça, il faut le dire. Donc, si les partis ont reconnu, ça voudrait en ce moment dire... Ils ont reconnu et le délai qui leur avait été donné, ils ont dit d'accord, on va s'arranger, on va se mettre dans les règles, sauf que, comme disait Moussa, la date n'est pas arrivée et puis voilà, la décision est tombée. Oui, mais est-ce que ces partis-là concernaient, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que ça concernait ces partis qu'on a dissous? Ça ne concerne pas. Parce que je connais beaucoup de partis, et vous-même vous le savez aussi, il y a assez de partis qui sont dans ce cas-là, qui n'ont pas été dissous. Mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler à se mettre dans les règles quoi, pour que les choses puissent se passer. Monsieur Traoré, les partis qu'on qualifiait de grands sont partis aujourd'hui, mais il y a un ouragan qui a émergé. Est-ce que ça ne vous donne pas de fil à retordre, vous qui êtes vraiment à la tête des jeunes partis aujourd'hui, voir la GMD émerger comme ça? Est-ce que ça ne vous complique pas la tâche? Ou bien dans un coin de votre tête, vous pensez déjà à une coalition? Ou bien déjà, il y a des négociations pour en tout cas... Non, sincèrement, ça ne m'influence pas personnellement. Ça ne m'influence pas. Moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir. Ça ne vous surplombe pas? Ça ne me surplombe pas. Ça ne me surplombe pas du tout. Moi, je suis aujourd'hui très heureux de voir les différents partis politiques qui sont aujourd'hui gérés ou pilotés ou même défendus par des jeunes, n'est-ce pas, par des jeunes de notre génération qui se battent à tous les niveaux. Je crois que le débat d'idées va faire sa place en ce moment quand c'est des jeunes de même génération qui parlent en tout cas de l'avancement du pays. Donc ça, je suis très heureux par rapport à cela. Je l'ai vu récemment, les jeunes sont allés accompagner leur parti politique à déposer leur dossier au sein de la DGE. Moi, j'étais très heureux. Mais avant, par exemple, voyez-vous, quand vous êtes un jeune de trentaine, par exemple, qui se retrouve dans des situations comme ça, vous voyez que vous êtes peut-être 2 ou 3 jeunes sur plus de 10 personnes qui viennent dans ce type de rencontre. Attention donc, aussi à la rue, on a l'impression que tout le monde veut être député. Oui, mais tout le monde ne pourra pas être député. Oui, non, tout le monde ne peut pas, mais tout le monde le veut. Tout le monde le veut, effectivement. Qui votera pour qui dans ce cas? Il y a une certaine rue là. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire là. Vous savez, c'est une compétition. Quand on ne devient pas député qui le veut, il y a forcément un programme qui va avec. Il y a une certaine maîtrise, n'est-ce pas, du rôle du député qui va avec. Et même des élus locaux, hein, effectivement. Bien sûr. Il y a une certaine maîtrise, n'est-ce pas, il y a un contenu du programme qui va avec. Donc ce sont ces programmes-là, au-delà du combat qu'on fait d'abord pour pouvoir déposer les dossiers, n'est-ce pas, ça va au-delà de cela. Ce sont ces programmes-là qui vont être mis aux prises, n'est-ce pas, pour voir qui détient effectivement la solution au problème binaire. Je crois que c'est ce qu'on va mettre sur la table. Pour moi, d'ailleurs, qui est candidat, qui n'est pas candidat n'est pas très important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qui peut avoir la solution pour notre pays. Effectivement, parce qu'on a assez de problèmes aujourd'hui. Nous sommes confrontés aux défis liés, par exemple, à la stabilité de notre pays. Nous sommes confrontés aux défis liés, par exemple, à l'emploi jeune. Nous sommes confrontés aux défis également liés au développement local. Dans ça, on a l'infrastructure et tout ce qui est lié à la dignité de l'humain. Donc, toutes ces questions-là, pour moi, ce sont des questions qui vont être très prochainement sur la table, qui vont être discutées entre ceux qui veulent être des députés. Et comment ils vont pouvoir faire passer des lois pour permettre, n'est-ce pas, aux Guinéens, en tout cas, de changer leurs conditions de vie. Voilà ce à quoi nous aspirons. Oui, M. Traoré, quand vous dites qui est candidat ne vous intéresse pas trop, mais heureusement ou malheureusement, c'est ces candidats, s'ils sont élus, qui vont certainement devoir défendre nous gérer, justement. C'est pourquoi, justement, ce n'est pas, bon, je ne dirais pas normal, mais tout le monde ne doit pas avoir l'idée d'être député. Moi, ma question, mon souci, vous avez parlé de récépissé au niveau de votre formation politique. Ce papier vous donne droit à quoi? Est-ce que vous pouvez présenter des candidats? Si tel est le cas, je prends juste, j'aime bien ces deux communes, Ratoma et Matam. Si vous avez des candidats, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Non, on va dire ce qui nous fait rire tout à l'heure. Si par exemple, votre formation, vous avez des candidats au niveau de ces deux circonscriptions, est-ce que vous partez pas serein? Est-ce que vous partez déjà comme bon perdant? Parce que si c'est des candidats de la GMD, ça fait un peu trembler. Bon, voilà. D'abord, je dois vous dire d'abord que c'est la question, oui, mais sur la question d'abord de la candidature, pour la question de la candidature, d'abord, je ne souhaiterais pas me prononcer là-dessus. Je crois qu'il y a quelques jours, là, je l'ai dit, tous ceux qui se disent candidats pour moi, ils sont candidats à la candidature. Parce que dans un premier temps, au sein de vos différentes formations politiques, vous avez d'abord besoin d'être investi, soit par votre parti politique ou bien par un autre parti politique. À travers les primaires. Justement.
Donc, au-delà de cela également, vous déposez, il y a des instances en charge des élections dans notre pays. Vous allez déposer, ensuite on va scruter, n'est-ce pas, les dossiers, et ensuite on verra quels sont les dossiers qui sont valables, quels sont les dossiers qui ne sont pas valables. À la suite de cela, la liste des partis ou la liste des candidatures retenues vont être divulguées. Donc, avant cela, je ne souhaiterais pas me prononcer sur le contenu de cela. Maintenant, en ce qui concerne le récépissé dont vous êtes en train de parler, ce récépissé, je l'ai toujours dit, quand vous mettez en place une organisation, ce que l'administration centrale vous donne devient une sorte d'extrait de naissance pour cette organisation. C'est l'extrait de naissance. Mais quand on prend l'extrait de naissance par rapport, par exemple, à un bébé, que le bébé ait l'extrait de naissance ou pas, le bébé va vivre. Ça ne fera pas que le bébé meure. Donc, ce qui fait que ça n'empêche pas un leader qui veut vraiment que son pays aille de l'avant, qui veut vraiment apporter. Ça n'empêche pas ce leader-là de communiquer. Peut-être que certaines activités vont être restreintes, n'est-ce pas? Des activités de protestation, par exemple. Cela pourrait être utilisé par l'administration centrale pour dire que vous n'avez pas droit. Mais quand il s'agit des propositions, toute formation, même un individu indépendamment pris, peut prendre la parole pour donner des propositions sur tel ou tel aspect. Et je crois que ça, c'est très, très important. Donc, partant de cela, nous n'avons pas vraiment... nous n'avons pas de crainte par rapport à cela. Nous ne craignons personne par rapport à cela. Parce que nous croyons à la vision que nous avons. Nous croyons au projet de société que nous avons pour notre pays. Nous croyons également à notre patriotisme vis-à-vis de ce pays. Parce que c'est ce qui va faire la différence après tout. Il y a plein de personnes, comme il a dit, qui veulent être peut-être députés aujourd'hui, qui veulent même avoir d'autres instances, d'aller diriger d'autres instances dans l'exécutif même. Mais en réalité, quand on scrute à fond, vous verrez par exemple que il y a autre chose qui vient derrière, qui n'est pas forcément, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions selon la surface qu'on vous confie. Vous comprenez? Donc ça fait vraiment la différence. Pour eux, ce combat politique, c'est juste un tremplin pour aller ailleurs. C'est un tremplin pour atteindre un certain niveau, beaucoup d'ailleurs. Là, on a vu. Parce on va parler des présidents des délégations spéciales qui ont démissionné, qui viennent de se présenter. Moi, ma question pose effectivement sur ça, sur ce qui a été soulevé par David. Et les présidents de délégations spéciales, ils ont dirigé les communes pendant 2 ans. 2 ans. Donc finalement, ils ont été... ils ont démissionné. Ils ont démissionné. Et avant de venir dans ce studio, j'ai échangé avec un président de délégation. Il dit, oui, on est maintenant ancien président des délégations spéciales. Est-ce que selon vous, M. Traoré, ces présidents de délégations spéciales, ces anciens présidents-là, doivent se présenter pour encore compétir ou bien il fallait vraiment donner de la chance à ceux-là qui n'ont jamais géré. Pour ou contre leur candidature? Vous savez, moi je veux être républicain. D'accord. Je veux être républicain. Je ne dis pas que je suis républicain, mais je veux vraiment l'être. D'accord. Donc je veux vraiment que nous nous trouvons dans une condition où nous sommes dans un état de droit. D'accord. Et quand nous sommes dans un état de droit, je pense, les règles et les principes doivent être appliqués à tout le monde. D'accord. Et chacun doit en tirer les conséquences, naturellement. C'est ce que je pense. Donc, si l'administration centrale, par rapport effectivement aux délégations spéciales, si l'administration centrale a émis un communiqué comme quoi, n'est-ce pas, et les délégations spéciales ne doivent pas se présenter dans un premier temps, après est revenu dire que non, s'ils veulent se présenter, en ce moment qu'ils puissent démissionner et ensuite faire valider leur rapport, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça comme étant une règle. Et cette règle-là devrait être respectée. Je n'ai absolument pas contre cela. D'accord. Si un ancien président de la délégation spéciale ou bien un membre même de la délégation spéciale veut être candidat, en ce moment qu'il démissionne. Il démissionne, il fait valider sa candidature. En ce moment, on est tous partants. C'est une compétition, comme moi je vous ai dit. Nous ne craignons absolument personne. C'est vrai qu'ils étaient déjà à la base. Ça leur fait déjà un avantage. Voilà, ils ont déjà un avantage sur nous. Mais aujourd'hui, de conscientisation en conscientisation, de communication en communication, ce que nous pouvons apporter par rapport à ce qu'eux, ils ont déjà fait, je pense que la population pourra vraiment se prononcer. Traoré, la rubrique, ça se dit. Oui, comme le dit souvent, ça a une sous-question. Je vous ai suivi tout de suite. Vous parlez de vos projets de société, vous êtes des jeunes patriotes, mais après, nous, électeurs, c'est presque le même discours qu'on entend
avec tous les acteurs politiques. Du coup, on a du mal à faire confiance, excusez-moi de dire le mot, on a du mal à cerner, exactement, quand tu me passes le mot, on a du mal à faire confiance à un certain Traoré qui me parle parce que je me dis, c'est le même discours que d'autres tiennent. Ouais, c'est quoi chez vous des politiciens qui ne respectent pas la parole donnée quand ils veulent dans le fauteuil? On a l'impression que la mosquée et l'église, c'est pas votre monde. Hein. Voilà, pas du tout. Oui, mais en fait, je comprends bien votre désarroi. Vous avez vu, vous me rejoignez un peu quand je suis en train de dire que la classe politique était déjà vraiment en décrépitude totale. Vous me rejoignez à travers ce que vous êtes en train de dire. Donc, en fait, nous avons hérité cela. Nous avons été victimes de ça. Quand je dis nous, je parle des jeunes leaders qui viennent en tout cas d'intégrer la politique maintenant. Là, Malheureusement, on a eu des prédécesseurs qui devraient quand même tracer le terrain pour nous, qui n'ont pas respecté tout ce qu'ils ont dit. Parce que moi, par exemple, en tant que jeune leader, ou beaucoup d'autres jeunes comme moi, vous n'allez pas peut-être le dire qu'ils ont dit ceci, ils n'ont pas pu faire, étant donné qu'on n'a pas encore été mis la main à la pâte. Donc, il n'y a pas cela. Et vous ne nous avez pas encore vu en train de papillonner par-ci, par-là. Donc, nous sommes en tout cas droit dans nos bottes jusque-là. Nous sommes derrière notre vision. Vous allez faire ce que vous allez dire. Absolument, c'est ce que je dis depuis. D'accord. C'est ce que je dis depuis. Donc, quand vous regardez un tout petit peu nos parcours, c'est très important. Vous regardez nos parcours parce qu'on ne peut pas voir quelqu'un tout de suite là le connaître. Mais quand vous regardez le parcours du jeune, vous pouvez savoir est-ce que réellement c'est un jeune qui nous ressemble ou pas. En tout cas, c'est l'une des choses les plus fondamentales pour pouvoir détecter quelqu'un. Mais quand vous regardez, par exemple, ce que nous avons pu faire de 2019 jusqu'à maintenant, la date de notre intégration en politique jusqu'à maintenant, là, vous verrez que s'il y avait autre velléité dans notre tête face à notre accompagnement, on ne serait pas à ce niveau. On a beaucoup de jeunes avec qui on a commencé ensemble, qui ont même été députés, enfin, qui sont directeurs dans certaines institutions maintenant. Donc, ça voudrait dire que nous n'avons pas cherché cela, en fait. Nous avons notre vision. Vous avez une conviction. Nous avons une conviction et c'est ça qu'on est en train de faire. Vous y allez. Tout de suite, la rubrique Ça se dit. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans fil. Alors, M. Traoré, nous avons dans cette émission Grand Angle une rubrique, ça se dit, vous êtes habitué, vous êtes passé là déjà. Voilà, avant votre arrivée, on a demandé les avis des téléspectateurs qui nous ont dit ce qu'ils pensent de votre formation politique, mais de ce que vous-même vous êtes. C'est la rubrique Ça se dit. Salut, ça se dit que... Monsieur Traoré, ça se dit que les jeunes formations politiques veulent aller aux élections législatives sous le manteau de la GMD pour pouvoir émerger. Ça se dit comme ça? Ça se dit comme ça et c'est vrai? C'est pas vrai. Okay. C'est pas vrai. En tout cas, de notre côté, c'est pas le cas. Je crois que même les jeunes, je crois que même ce que vous appelez entre guillemets les vieux, les vieilles formations là, n'ont même pas eu de place à plus forte raison des jeunes. On a vu des cas comme ça, oui, bien sûr. Moussa, ça se dit que... Pour compléter, ça se dit de Saliou, ça se dit que UPAC, votre formation politique, travaille dans l'ombre avec des cadres influents de la GMD pour avoir un positionnement au sein de cette formation? Non, nous collaborons avec tout le monde. Je vous ai dit tout de suite là, à l'entame de mes propos, je dis nous travaillons avec toutes les dynamiques, n'est-ce pas, qui vont dans la vision que nous avons pour notre pays. Donc, ce n'est pas exclu en fait qu'on travaille avec les cadres, parce que nous, comme je vous l'ai dit, nous voulons vraiment travailler pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc, que cela soit un cadre de l'administration ou que ce soit un leader politique quelconque, même un leader d'opinion indépendant, nous travaillons avec lui. D'accord. Ça se dit qu'on a des téléspectateurs comme Idiatou Kamara qui nous suivent, on a des téléspectateurs comme Kaba depuis Somphonia qui nous suivent, qui admirent bien ce que nous faisons. Ça se dit que M. Diaby Fodé aussi nous suit depuis la Tannerie. Ok. M. Traoré, ça se dit que la ruée des jeunes vers la politique aujourd'hui s'explique par le fait que quand on est à l'Assemblée, quand on est maire d'une commune,
on boit le café noir, on ne travaille pas et on a beaucoup d'argent en poche. C'est facile, non? Pas du tout. Ça se dit comme ça. Je ne crois pas. Je ne crois pas un seul instant. Ouais. Je me dis pour aller dormir à l'Assemblée. Je me dis simplement que c'est vraiment la démission des anciens qui amène les jeunes aujourd'hui en politique. Ça, il faut le dire clairement. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que regardez les conditions de vie. En tout cas, nous, je prends notre cas par exemple. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez l'état dans lequel vous vivez. Vous voyez l'état dans lequel votre pays est en train de végéter. Vous voyez l'état dans lequel les citoyens à la base sont en train de vivre. Ça vous interpelle. Ça vous interpelle, c'est ce qui amène beaucoup de jeunes, d'autres se lancent dans l'entrepreneuriat, d'autres se lancent en politique, d'autres se lancent, chacun fait quelque chose, en tout cas pour améliorer. Donc nous avons pensé que le chemin le plus c'est pour apporter au pays. Vraiment apporter au pays. Comme l'a dit un président américain, ne vous demandez pas qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est sur ce mot, mesdames, messieurs, que se termine ce numéro de Grand Angle. Merci à vous trois d'être venus. On aurait pu prendre beaucoup de réactions des téléspectateurs. Monsieur Traoré, merci d'être venu. C'est votre plateau, vous pouvez revenir quand vous quand la campagne va être lancée, on sera heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Vivement les Wi-Fi. On espère, avant de descendre de ce plateau, le département s'est bougé un peu pour que nous ayons la connexion. Sans quoi, 19h45 aujourd'hui, c'est compromis clairement. On ne pourra pas le présenter. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre réalisateur Nyalama. Il me dit souvent que je ne dis pas ça. Al-Khali Mohamed Keita, le numéro 10 de toute l'équipe technique qui nous accompagne. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Ciao.